Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'OM Talking Geneva pour une émission, vous le savez, assez spéciale, assez particulière. L'OM est en deuil, a perdu son boss, Bernard Tapie est décédé dimanche matin et c'est avec le cœur lourd qu'on va faire cette émission. Mais on est là, bien sûr, pour parler de notre boss. On va parler dans un second temps du match contre Lille qui va passer dans un second plan. Le sportif sera secondaire ce soir. Pour m'accompagner, l'équipe du Talk, vous les connaissez, salut Raph. Salut Rafi, salut tout le monde. Salut Richard. Salut Rafi, salut à tous. Salut Chris. Salut. Pour nous accompagner, messieurs, un invité de marque ce soir. C'est un invité que vous connaissez, que vous avez entendu à la radio ou que vous voyez sur l'équipe 21. Vous l'entendez sur RTL. C'est Florian Gazan qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Salut Florian. Salut, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, ça va être une émission un peu particulière. L'OM est en deuil, le football français est en deuil également. On a perdu un monument, on a perdu le boss. Bernard Tapie est décédé à l'âge de 78 ans. Raph, Bernard Tapie et l'OM, on pourrait en parler des heures, mais rappelle-nous un petit peu l'histoire en quelques lignes. Alors, en quelques lignes, il faut se souvenir que Tapie arrive à l'OM en 1986 et le rachète pour 1 franc symbolique. Et il arrive dans un moment où le club est en train de végéter au milieu de tableau de la première division. Et il va y avoir un réel impact de Bernard Tapie à l'OM parce qu'il va, avec, avec Tapie à sa tête, l'OM va remporter 4 titres de champion de première division entre 89 et 92 ou 92 pour nos amis suisses, une Coupe de France et bien sûr la Ligue des Champions en 1993. Après, il partira dans les conditions qu'on connaît après l'affaire OMVA. Mais il y a aussi il y a eu un retour en 2001 pendant une saison de Tapie à l'OM. Mais bon, ce qu'on retient le plus, c'est son premier passage en tant que propriétaire et président de l'OM. Bien sûr, il était revenu en 2001 en tant que directeur sportif à la demande à l'époque de Robert Louis Dreyfus. Florian, l'histoire de l'OM et Bernard Tapie est immense. Ouais. Pour toi, en quelques mots, ça se résume à quoi? Bernard Tapie, c'est un personnage absolument extraordinaire. C'est un héros de roman. Hein. Ça aurait pu être une sorte de Jean Valjean un peu moderne. Et évidemment, il a marqué l'histoire du foot français, l'histoire du foot marseillais. Mais au-delà de ça, je pense qu'il a marqué un peu l'histoire de tous les Français. Voilà, Johnny chantait « On a tous quelque chose en nous, Tennessee ». Je pense qu'on a tous en nous quelque chose de Bernard Tapie. C'est un personnage tellement multiple, tellement complexe, voilà, à la fois ange et démon, voilà, on connaît toute sa vie, que forcément c'est quelqu'un qui nous a impacté très fort. Voilà, moi je suis né à la fin des années 60, donc j'ai grandi dans les années 80. Donc voilà, quand j'étais ado, Bernard Tapie, c'était vraiment le personnage qui incarnait voilà, ce côté un peu à l'américaine, tout est possible en fait, il n'y a pas de limite, quand on veut, on peut, et il n'y a aucune barrière qui peut nous arrêter. Donc c'est quelqu'un qui a été, je pense, assez inspirant. Et après, pour revenir sur le football, de toute façon, il suffit de voir toutes les réactions du football français depuis hier à la disparition de Bernard Tapie. Ça va des messages de Jean-Michel Aulas, dont on sait très bien que l'OL ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si Tapie n'avait pas poussé Aulas à se lancer. Les messages du Paris Saint-Germain qui reste, voilà, je ne vais pas dire l'ennemi, j'aime pas ce mot-là, mais le rival favori des Marseillais. Et on sait très bien que cette rivalité est née dans les années 90 quand Tapie est arrivé avec Michel Denisot, et que voilà, ils se sont dit que c'était un bon moyen de valoriser le foot français que de créer cette rivalité entre voilà, la capitale, la France, et puis Marseille, qui est un peu la ville rebelle par excellence, la Naples française. Donc voilà, c'est quelque chose qu'ils ont monté tous les deux. Parce que Tapie, c'était ça, c'était un entrepreneur, c'était quelqu'un qui se donnait les moyens de ses ambitions. Parfois, ses moyens étaient un peu limites, mais on va pas, voilà, c'est pas l'heure ni le moment de parler de ça. Mais en tout cas, oui, il a marqué l'histoire du foot français, et je pense qu'il a surtout redonné la fierté au peuple marseillais, et il a rendu à l'OM le statut que ce club devrait toujours avoir. D'accord. Oui, Raph. Oui, puis il y a aussi eu, on parle des hommages du PSG Lyon, il y a aussi celui de Bordeaux, avec qui l'OM était très rival à l'époque. On se souvient Oui. aussi du transfert Président d'Alain Bèze. Giresse qui avait fait beaucoup parler à l'époque. Donc, je pense qu'il a marqué sa génération, même tout un pays, et tous les hommages qu'on voit. Et puis, c'est là où on voit le côté
touche à tout de Tapie, c'est qu'il n'y a pas eu des réactions que dans le sport. Il y en a eu partout, en politique, dans tous les domaines, les gens ont rendu hommage à Tapie. Pour toi, Florian, tu disais que c'était dans ta jeunesse quelqu'un qui était très influent. C'était aussi un modèle à l'époque pour les jeunes de ton âge à cette période? Ben, disons que ouais, il arrivait avec cette ambition, c'était le nom de son émission sur TF1. D'ailleurs, je me rappelle de ce grand show le vendredi soir, c'était un truc absolument hallucinant. D'ailleurs, c'est là, je crois qu'il avait rencontré Aulas. Oui, bah, il avait ce côté, voilà, il rachetait des entreprises, je me souviens les pubs, puis voilà, il se mettait en scène, les pubs, c'était les piles Grandeur, où voilà, il y avait Bernard Tapie, dans son dos, il y avait des piles. Et voilà, il avait ce côté charismatique, il le savait, il se mettait en avant, il savait en jouer. Et ouais, il avait un côté self-made man, comme on dit aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il est vraiment parti de rien. Voilà, l'enfance au Bourget, voilà, on connaît tous son enfance assez modeste. Et mais voilà, sky is the limit, le ciel est la limite. Et lui, il voulait aller au-delà de ça. Et donc, il était assez inspirant à ce niveau-là parce que on se disait, ce gars-là, qui est passé. En fait, ce qui est extraordinaire avec Tapi, c'est que il voulait absolument réussir et il est passé par il a tapé dans plein de murs. Il a voulu devenir chanteur d'abord, Bernard Tapie, enfin Tapaille avec un Y, ça a marché, mais pas comme il aurait voulu. Ensuite, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat, après le foot, la politique. En fait, à chaque fois, il a voulu trouver sa voie et il a fini par la trouver. Et surtout, ce que moi j'adore chez ce personnage, parce que ça correspond à ma façon de voir le monde, c'est que il s'est il s'est confronté à tout ce qu'il voulait confronter, en fait. Il voulait faire l'acteur, il a essayé, tant pis si ça marche, tant pis si ça marche pas. Il a voulu faire de la politique, il a essayé, tant pis si ça marche, tant pis si ça marche pas. Et sur le foot, ça a été quelque part, ça a été pareil, ça a marché, mais je veux dire par là qu'il a fait le cyclisme, il a fait plein de choses. Et moi, j'aime bien cette idée de se dire, je sors de ma zone de confort, je vais me confronter à des choses que j'ai envie d'affronter. Ça marchera peut-être pas, mais je vais y aller. Ok, oui, Chris, une réaction? Moi, la question en fait, se pose plutôt à toi, Rafi. Toi, en tant que notre historien genevois de l'EM, quelle importance il a pour toi, Tapi? Désolé de te prendre comme ça, mais Quelle importance Tapi, je pense que l'OM ne serait pas aujourd'hui ce qu'est Marseille sans le boss, tout simplement. Hein. Voilà, il a contribué à vraiment le déclenchement de ce club, tant par les titres, par la passion, la ferveur. Voilà, l'OM lui doit tout. Alors certainement, il y a un échange, j'ai envie de te dire, qui est mutuel entre les deux. Mais voilà, il a déclenché une histoire. Il y avait déjà une histoire d'amour entre l'OM et ses supporters, mais je crois que il a vraiment bâti ce club. Et on va en parler encore. On va en parler encore, je pense, dans plusieurs années. Les générations suivantes en parleront encore. Je pense que c'est vraiment l'OM est ancré. J'espère qu'en tout cas l'OM, voilà, on parle de renommer le stade. On verra comment se passera les semaines suivantes par rapport à ça, mais j'espère que l'OM, en tout cas, son nom restera marqué à jamais à travers le club. Oui. bah, en fait, moi, la question que je me pose par rapport à lui, c'est-à-dire effectivement par rapport à l'héritage et le modèle qu'il est. Moi, c'est vrai que je pense que pour beaucoup de jeunes, particulièrement, il peut être aussi un modèle, en fait, comme disait Tueur Florian, c'est c'est un self-made man, quoi. Et pour tous les jeunes, en fait, qui ont envie de partir de rien, je veux dire, il a commencé par vendre des télés, hein, Tapi. Hein. Et c'est impressionnant parce que quand il a commencé à vendre des télés, pas n'importe comment. Pas n'importe voilà. Comment il vendait. Voilà, il faisait du porte-à-porte. Il avait une technique commerciale qui était absolument incroyable pour aller chez les gens, pour chercher à les séduire. Et en fait, pour lui, c'était un peu l'école de la vie, c'est-à-dire qu'il a commencé au porte-à-porte et puis il a fini à gagner la Champions League, quoi. Donc c'est vrai qu'il a une trajectoire que je trouve assez incroyable, quoi. Justement, il a gagné la Champions League. Richard, je te pose la question suivante. Pour toi, est-ce que c'est le plus grand personnage de l'histoire de l'Olympique de Marseille, tout simplement? Ouais, incontestablement. Pour moi, il y avait un Marseillais dimanche qui a été interviewé et qui était un personnage de 70 balais à peu près. Et il disait, vous savez, je vais vous dire une chose, il n'y aura jamais plus un président comme Bernard Tapie à l'OM. Jamais. Alors bon, mais il peut tout arriver demain. Mais des comme lui, il n'y en a pas eu. Moi, le dimanche, je pleurais. Je pleurais parce que en 93, je suis devant ma télé, puis après avec les copains,
on sort sur le Vieux-Port et c'était la folie, mais c'était une folie, mais indescriptible, indescriptible. C'est un truc que tu vis qu'une fois, quoi. Voilà, donc après, au-delà de tout ça, Tapi, on a voulu l'assassiner, on a voulu l'assassiner politiquement, économiquement. La droite et la gauche se sont alliés ensemble pour pas qu'il monte les échelons, parce que c'est un garçon qui, de par sa force, aurait pu terminer président de la République, et ça, il ne le voulait pas. Et moi, dimanche, je ne pleurais pas que pour l'OM, je pleurais pour ça, parce que cet homme-là, on a voulu l'abattre. Et par rapport aux fautes qu'il a commises, ça ne méritait pas un tel pugilat. D'accord. Alors, une rapide réaction pour toi, Chris, s'il te plaît. Oui, pour rebondir là-dessus, moi, ce que je crois qu'il va laisser, c'est quelqu'un qui, en fait, essaie de vous faire croire en vos rêves. Et c'est pour ça que c'est très important. C'est-à-dire, il faut croire en ses rêves, il faut croire en fait ce qu'on a envie, il faut croire en ce qu'on croit, en fait, tout simplement, et aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense d'ailleurs qu'effectivement, il y a pu y avoir des affaires ou des choses qui ont parfois mal tourné pour lui, parce que je pense que des fois, il voulait tellement les choses qu'après, voilà, il a pu des fois peut-être franchir la ligne orange vers la ligne rouge. Mais en fait, il faut voir que c'est un personnage. Faut voir que c'est un personnage très romantique finalement. Et c'est pour ça que je pense que sa personnalité a autant collé à Marseille. C'est cette romantisme qui va pas du tout par contre à Paris, qui aime plutôt un milieu des affaires beaucoup plus froid, beaucoup plus des finances. Quand Tapi, c'est un passionné. Et je pense que c'est ça qui a marqué finalement sa réussite à l'OM. Pourquoi il a réussi, pourquoi il peut encore inspirer aujourd'hui. Florian, pour Richard, Bernard Tapie est peut-être et probablement, comme il nous a dit, le plus grand personnage de l'histoire de l'OM, et comme je pense probablement pour grand nombre de supporters. Est-ce que pour toi, c'est peut-être également le point de vue que tu partages? Ouais, en tout cas, dans l'histoire de l'OM, pour moi, il y a eu lui. Bon, il y a eu Marcel Leclerc avant, parce que quand même, dans les années 70, l'OM de Marcel Leclerc, c'est aussi quelqu'un qui a œuvré énormément pour Marseille. Le premier doublé Coupe Championnat, c'est lui quand même. Donc, voilà. Après, c'est générationnel, forcément. Marcel Leclerc, ce n'est pas forcément un nom qui parle à beaucoup à partir du moment où on a moins de 40 ans. Mais oui, à partir de là, oui, bien sûr, Bernard Tapie, parce qu'encore une nouvelle fois, il a remis Marseille à sa place. Marseille se doit aujourd'hui, voilà, comme Paris, comme Lyon, d'être un club phare du championnat. Et lui s'est donné les moyens de le faire. Au-delà des histoires, des affaires, etc. Encore une fois, bon, il est mort et c'est tragique. On ne va pas non plus en faire un ange, on ne va pas non plus en faire un diable. Voilà, il avait ses complexités, il a été condamné, il a payé pour ce qu'il a fait. Et il n'a pas fait que des bonnes choses, mais il a fait beaucoup de bonnes choses. Et voilà, et il a surtout offert cette Ligue des Champions, et il s'est donné les moyens. Il a mis de l'argent, il a mis son blé, il a mis sa passion, il a mis ses excès. Et il a réussi quand même à monter une très belle équipe, une très grande équipe à l'époque. C'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que c'est quelqu'un dans un football où on se dit toujours, parfois j'entends les Marseillais un peu moquer les Parisiens avec l'argent du Qatar, mais à l'époque, Tapi, il a mis de la thune, et l'OM avait le deuxième plus gros budget d'Europe avec le Milan AC. Et avec cet argent, il a gagné la Ligue des Champions. Et tant mieux. Et il faut de l'argent aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut des investisseurs dans les clubs phares de notre championnat. Bien sûr. Alors, à part cette Ligue des Champions, bien sûr, qui est l'élément incontournable de la période Tapie, pour toi, quel héritage il laisse vraiment à l'OM aujourd'hui? C'est compliqué à dire ça, parce que quand même les temps ont changé. Entre-temps, il y a eu Dreyfus, aujourd'hui il y a McCourt. Il a donné de la fierté. Aujourd'hui, voilà, c'est très important pour Marseille, parce que quand il y a eu des années plus compliquées depuis, jusqu'au titre de champion, finalement, j'entendais toujours les Marseillais dire oui, mais nous, à jamais les premiers, on l'a gagné 93. Là, 93, ça fait quand même maintenant un paquet de temps, mais ça reste un point d'ancrage pour les gens, une forme tu sais, comme c'est un peu le phare dans la nuit. Tu as l'impression qu'il y a une grande tempête, que tout merde autour, mais il y a ce phare quand même qui est là, qui ne bouge pas, ce titre, cette étoile qu'il a offert aux Marseillais. Et je pense que ça, c'est hyper important, parce que ça vaut toutes les fiertés, cette étoile. C'est-à-dire que même au fond du seau, et Dieu sait qu'il y a eu des saisons compliquées pour l'OM, il y avait toujours ce truc de se dire, voilà, mais nous, on a ça. C'est un trésor précieux, puis ça, on ne nous l'enlèvera pas. Cette étoile, on ne peut pas nous la découdre. Donc, je pense que ça, c'est la chose la plus importante qu'il a pu apporter à l'Olympique de Marseille. Eh oui, forcément. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Bernard Tapie. Alors, bien sûr, cette émission est dédiée pour lui, dédiée pour sa famille et sa mémoire.
La suite des cérémonies aura lieu en fin de semaine, il me semble. On va passer aux sportifs, messieurs, même si je sais que vous avez le cœur lourd. On va parler de cette défaite de l'Olympique de Marseille 2-0 à Lille. Ouais, bah pas super réjouissant non plus. Hein. Pas super réjouissant, un match vraiment pas joli à voir. C'est un dimanche noir, quoi, on peut un dire. dimanche noir. Comment vous expliquez cette défaite, Raph? Comment tu l'expliques, cette défaite à Lille 2-0? Il y a des défaites on arrive à se dire, bah, écoute, on a touché 3 fois le poteau, c'était pas notre soirée. C'est ce qui est arrivé à Lille. Et puis, j'entendais les commentateurs qui disaient, ah, bah, Lille touche 3 fois le poteau, l'OM va peut-être gagner. Et en fait, la défaite, moi, j'arrive pas à l'expliquer parce que Lille a tout maîtrisé. Enfin, c'est pas clair. Ce match était très brouillon, j'ai trouvé. Moi, d'habitude, qui vendent beaucoup Sampaoli, j'ai pas bien compris ce qu'il a fait pendant ce match-là. C'est une défaite qui est inquiétante, mais voilà, et là, on a la trêve internationale. Je pense qu'il va remettre les pendules à l'heure, qu'il va pouvoir travailler sur certains aspects. Faut pas aussi oublier, enfin, faut pas oublier qu'avant le début du championnat, peu d'équipes savaient comment on allait jouer. Et donc maintenant, ils ont commencé à s'adapter, ils savent comment jouer. Voilà, ils mettent des attaquants assez rapides pour contrer. Et voilà, je pense que les équipes se sont adaptées à Marseille. Maintenant, c'est à nous de nous réadapter et de nous réinventer. Alors, merci Raph. Florian, hors antenne, tu nous disais que tu avais regardé le match. Ouais. Est-ce qu'avec un jour de plus, un jour de recul, tu as une explication à cette défaite ou pas plus que ça? Moi, je pense, on en parlait sur W9 jeudi soir, je faisais l'après-match après le match de l'OM contre Galatasaray. Et moi, j'avais déjà On t'a regardé d'ailleurs. ressenti un petit effet fatigue. Un petit effet fatigue parce qu'évidemment, le jeu prôné par Sampaoli est très énergivore et super agréable à regarder, mais très compliqué en termes de physique, mais aussi de concentration. Donc, ça demande des nerfs parce que c'est des positionnements, des adaptations permanentes, des compensations, des schémas de jeu qui sont assez complexes. Et moi, j'ai senti que ça commençait un peu à piocher. L'enchaînement des matchs tous les 3 jours est un peu compliqué. Et malheureusement, je pense que cet OM-là, s'il est un peu moins bien physiquement, il perd en impact, il perd en lucidité aussi. Moi, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de déchets techniques sur les 2-3 derniers matchs de l'OM que j'en voyais depuis le début de la saison. Et je mets ça sur le coup de cette fatigue. Qui plus est, le fait d'enchaîner tous les 3 jours fait que tu ne peux pas travailler. Tu peux pas travailler. Et on sent bien que le football prôné par Sampaoli demande énormément de travail, de répétition, et qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Donc, quand tu joues tous les 3 jours, il n'y a pas d'entraînement quasiment, c'est que de la récupération. Et comme il fait tourner beaucoup de joueurs, en fait, c'est jamais la même équipe, donc il n'y a pas d'automatisme. Tu sens qu'il y a des formules où des fois ça fonctionne mieux, des fois tu dis, tiens, Rongier, Guendouzi, c'est mieux que Gueye, Guendouzi. Bon. Et tu as l'impression aussi que les joueurs, par moments, sont un petit peu perdus. Moi, j'ai senti ça hier beaucoup à Lille, que autant en début de saison, on sentait qu'ils savaient vraiment leur partition sur le bout des doigts, tu vois. Et là, j'ai l'impression que les instruments sont un petit peu désaccordés et que la symphonie est plus aussi éclatante. Sans compter que malgré tout, hier, il n'y avait pas Payet et qu'on peut dire ce qu'on veut sur Payet. Voilà, il y a quand même les matchs avec et sans lui. Oui, c'est le maître à jouer. Alors, Richard, oui, Raph, tu veux réagir rapidement? Oui, mais il faut aussi dire que Lille a fait un bon match, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses sur le sûr, dos de l'OM. oui. Il ne faut pas oublier aussi, moi, Lille m'a surpris en bien hier. J'ai trouvé une équipe de Lille assez bonne, assez percutante, avec des joueurs qu'on ne voyait pas depuis le début de la saison, qui là ont fait un très bon match. Moi, j'ai été plutôt séduit par l'équipe de Lille aussi. Déçu par l'OM, mais séduit par Lille. Comme on a été séduit par l'équipe de Lens, qui a gagné au Vélodrome, donc c'est la 2e défaite consécutive en championnat, rappelons-le. Richard, finalement, on a du mal contre les équipes du Nord, en fait. Il faudrait jouer que contre les équipes du Sud. C'est ça, on ne va pas trop monter un peu. Alors, Richard, Florian nous disait qu'il y avait des équipes qui changeaient régulièrement au fil des matchs, suite à l'accumulation de la fatigue, des problèmes physiques, etc. Ce qu'on a pu voir effectivement. On a vu une composition d'équipe qui nous a surpris en début de match, des choix tactiques qui nous paraissaient étranges en début de match avec cette composition. Est-ce que toi, ça t'a surpris et qu'est-ce que tu as pensé de la compo quand tu l'as vue? Alors, c'est toujours pareil, hein, je ne veux pas faire de parano, mais il y a une différence entre les premiers matchs et les 3 ou 4 derniers matchs qu'on vient de voir, où on est sur 4 contre-performances. Donc, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans l'équipe. J'espère me tromper. J'ai pas envie non plus que ça soit la fatigue. Ça fait
on est encore au début de saison. Qu'est-ce que ça va être au mois de juin? C'est grave quand même comme problématique si c'est ça. Il faut absolument trouver un moyen de les rétablir physiquement. Voilà, c'est amorphe. Il y a des difficultés, même si il faut reconnaître le jeu de Lens l'autre jour contre nous et le jeu de Lille cette fois-ci. Je ne vois pas l'équipe du début de saison dont Thierry Henry disait que c'est un poison, je le répète encore une fois. Mais moi, ça me plaisait, ça. Qu'on soit un poison pour l'adversaire, ça me plaisait. On a compris, l'équipe physiquement pêche. Par contre, Chris, pourquoi, selon toi, l'équipe n'a pas réussi à contrôler le jeu comme l'a constaté Jorge Sampaoli en conférence de presse? Ouais, moi, j'étais le premier surpris parce que, en fait, quand on entendait ses conférences d'avant-match, on voyait il voulait un peu reconquérir le terrain. Et en fait, c'était encore pire, comme disait notre invité tout à l'heure, que par rapport à la Galatasaray. On a complètement perdu notre système de jeu. On a rien réussi à vraiment lancer comme action. Moi, je veux dire, il y a comme un truc hallucinant. Les plus belles passes, donc les plus belles situations de passe, donc c'est-à-dire, j'ai envie de dire, celui qui est amené à faire la passe décisive, à chaque fois je me faisais remarquer, c'était Rongier qui était dans cette position-là. Alors bien évidemment, Rongier a beaucoup de qualité, mais techniquement, pour faire la dernière passe, c'est peut-être pas la meilleure personne. Je jouais Rongier en meneur de jeu, c'est super bizarre. Vraiment Juste pour intervenir, je suis d'accord avec toi, Chris. Pourquoi, vu que Payet n'est pas là, le seul meneur de jeu qui nous reste, c'est Harit, et pourquoi il ne le met pas en début de match et au milieu? Alors justement, est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris, Florian, toi, cette composition d'équipe? Pourquoi est-ce que tu as été surpris aussi également qu'on n'arrive pas à contrôler le jeu, comme l'a dit Sampaoli en conférence de presse? L'absence de Payet, pour toi, explique cela? Ouais, l'absence de Payet quand même, parce que pour le coup, il a cette qualité, cette justesse, et il sait à peu près donner un peu le tempo au match. C'est vrai qu'en face, Lille avait quand même avait mis la grosse équipe et ils étaient vraiment très dominants, notamment au milieu de terrain, avec ses flèches, il connaît David. Et ça, c'est sûr que tu parlais du poison tout à l'heure, mais là, c'était l'antidote, quoi. Et Lens, un peu pareil, d'ailleurs, aussi. Non, je pense que hier, ce qui m'a gêné, c'est que j'ai vu, ça manquait de joueurs de ballon au milieu de terrain, quoi. Le problème, c'est que depuis le début de la saison, comme Milik n'est pas encore revenu, Payet ou Harit, il les fait jouer en faux neuf. Donc, finalement, ils sont à l'aboutissement des actions. C'est eux qui sont censés marquer puisqu'ils sont faux neufs. Sur le côté, tu as Under que je trouve très intéressant, mais qui arrive sur le côté. Et il manquait pour moi quelqu'un qui donne du ballon au milieu de terrain, qui ait de la justesse de passe. Guendouzi est très généreux, mais je ne suis pas sûr que sa meilleure qualité, ce soit sa justesse technique. Il est généreux, il fait les efforts, il est box-to-box. Moi, par exemple, ça m'a étonné que moi, j'aimais bien Camara, tu vois, dans cette position-là. Par moment, je ne comprends pas en fait totalement les choix de Sampaoli. Je ne vais pas dire qu'il tire les mecs au sort et qu'il les met sur la feuille de match. Ce serait pas sympa de ma part. Moi, je suis respectueux de son travail. Mais par moment, j'ai l'impression que c'est bizarre, quoi. D'accord. Alors, oui, Chris, tu voulais terminer ton intervention tout à l'heure. Oui, moi, je voulais terminer mon intervention en disant simplement que, à mon avis, ce qui est intéressant avec ce match, c'est pour la première fois, on a eu un vrai défi physique. Et c'est vrai que Lille, ça joue vraiment à l'anglaise, quoi. Ils sont assez impressionnants, quoi. C'est une équipe très physique, très technique aussi, très bien en place. Sur les contres, ils vont à une vitesse assez folle, même avec à quel âge la Bourak, il a 35 ans, je crois. Enfin, c'est impressionnant la vitesse de projection qu'ils ont. Et c'était intéressant parce que c'est la première fois qu'on rencontrait ce genre d'équipe et on voit que clairement, ce genre d'équipe peut nous poser beaucoup de problèmes. Et pour moi, on a échoué à un gros test. C'était le test d'une équipe physique bien en place et qui est capable de nous poser des soucis. On n'a pas été capable de surmonter cela. D'accord. Alors, je vais faire un petit tour de table très rapide, messieurs. Quel est le joueur, selon vous, à l'OM, qui a été le plus en difficulté sur ce match? Raph, tu commences. Juste donne-moi le joueur, s'il te plaît. J'ai beaucoup de mal à sortir un joueur, mais il y en a un qui commence un peu à m'inquiéter, même si au début, je ne voulais pas m'enflammer. Enfin, c'est Gerson, je trouve qu'il semble paumé sur le terrain. Je ne sais pas quel est son poste. Je ne sais pas si Sampaoli le sait. Et ça m'embête parce que c'est quand même ta recrue phare. Après, voilà, on est qu'en octobre, je ne veux pas le juger, mais je veux juste
qu'on commence à tirer la sonnette d'alarme pour dire attention, Gerson, va peut-être falloir trouver son poste ou sinon adapter quelque chose. D'accord. Richard, quel est le joueur qui t'a le plus déçu? Moi, j'hésite entre deux. D'abord, Donne-nous les Kaletakar. Bon, Kaletakar, voilà, je l'ai vu jouer avec la Croatie, ça suffit, quoi. Le garçon, c'est un camion-ben. Il s'en sort pas derrière, quoi. Donc, voilà, donc lui, c'est manifeste pour moi que ça va pas. Et le Et deuxième? que je veux le voir le moins possible. Et pour l'instant, voilà, après, si ça s'améliore, s'il prend de la vitalité, de la rapidité, ça va. Mais là, c'est pas plausible. Et le deuxième, c'est. Excuse-moi, je te coupe, mais comment veux-tu que ce mec-là, qui est sur la liste des mecs qui doivent être vendus absolument depuis des mois et qui n'est pas vendu, Exactement. qui devait partir à Liverpool et on l'empêche de partir à Liverpool, comment tu veux que le mec, d'ailleurs c'est humain, il a un contrat, mais comment tu veux que le mec il se mette à l'endroit, quoi? Fallait sauter sur l'occasion quand il devait partir à Liverpool. Ah, mais oui, sauter sur l'occasion. Ah ouais. Mais par contre, je suis persuadé qu'il n'aurait pas réussi. Hein. Il aurait fait banquette là-bas. Mais en fait, bon, ça, c'est mon opinion. Donne-nous tout rapidement ton Le deuxième. deuxième, c'est Gerson. Je suis d'accord avec Raph. Gerson, faut arrêter maintenant. Voilà, là, pour moi, ça fait partie des éléments de favoritisme éventuel de Sampaoli. Ça commence comme quand il avait l'Argentine. Et je vous avais dit, attention, ce mec-là est dangereux pour une équipe. Voilà. Et il commence à faire comme ça chez nous. Donc, j'espère que je me trompe encore une fois. J'espère. Allez, Chris. Il y a du favoritisme. Alors moi, ma grosse déception actuelle, c'est Luan Pérez. Parce que c'est vrai qu'il était resplendissant les premiers matchs. Et là, en fait, on voit, c'est-à-dire que, tiens, parlons de la stratégie qu'a utilisé Lens et Lille en commun pour nous poser des problèmes et voilà, arriver à des défaites, c'était de passer par notre fichu côté gauche. Notre côté gauche est vraiment faiblard. Et Luan Pérez a une grande responsabilité dans l'histoire. Il se retrouve toujours en position de dernier défenseur. Là, il a en fait joué plus latéral gauche, mais ça n'a pas changé. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question. C'est toujours de son côté que se pose le problème. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. D'accord. Et Florian, quel est le joueur qui t'a déçu le plus? Je suis assez d'accord sur Luan Pérez, mais ça, pour moi, c'est la limite du système Sampaoli. Il veut des joueurs qui sont capables de jouer à tous les postes, mais ça n'existe pas. Enfin, il y a des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, mais il y a un moment donné où on dit toujours il faut faire jouer tes meilleurs joueurs à leur meilleur poste. En tout cas, les joueurs à leur meilleur poste. Pour moi, Luan Pérez, c'est pas un latéral gauche, donc il n'a pas les réflexes d'un latéral gauche. Là, il l'a fait jouer en piston. Et voilà, oui, il le met piston, mais qu'est-ce qu'il le met piston? Il n'est pas piston, ce mec-là. Alors, Florian, il y a aussi Luan Pérez, et j'aimerais quand même le soulever un débat. Moi, l'histoire de Pau Lopez, moi, je veux bien. Hein. Moi, je veux bien qu'on me dise que ce mec-là, qui était à la Roma remplaçant et qui était en échec, il arrive et qu'il est meilleur que Steve Mandanda. Mais moi, je ne vois pas ce qu'il approche. En fait, je ne trouve pas hyper rassurant. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il ait rapporté vraiment de points à l'OM. Je ne comprends pas l'idée. Je pense par contre que ça crée sans doute des tensions, des trucs dans le vestiaire. Mandanda, forcément, il doit l'avoir mauvaise et c'est humain. Je ne suis même pas sûr que Sampaoli lui ait vraiment parlé. Et je pense que ce genre de truc-là, ça peut gangréner un vestiaire. Et on sait très bien que malgré tout, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est un joueur influent, c'est un joueur qui pèse. Et que, voilà. Et qu'une équipe, c'est quand ça va bien, tout va bien. Et quand ça commence à aller un petit peu moins bien, là, l'OM cale un petit peu. Ça va peut-être revenir, je leur souhaite. Mais quand ça cale un peu, dans ces moments-là, c'est pas le genre de problème que tu as envie de t'acheter, quoi. Allez, rapidement, Raph, s'il te plaît. Moi, je suis assez d'accord avec Florian. C'est surtout que je trouve aussi que Paul Lopez ne dégage pas, n'a pas la même aura qu'un Steve Mandanda, ni même la présence. C'est-à-dire que quand tu as ta défense et que derrière tu as Mandanda, je pense que tu es tout de suite plus rassuré parce que le mec est un monument à Marseille. Alors même si, moi j'ai toujours dit ça, c'est que le début de saison, il est très mauvais de sa part. Mais après le match à Nice qu'il fait, avant la trêve, et puis là où il y a eu toutes ces histoires, et Mandanda fait un très bon match, nous sauve 2-3 buts. Je trouve juste que le timing de Sampaoli n'a pas été bon. S'il avait fait un mauvais match, ok, il aurait fallu tester Paul Lopez, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, Paul Lopez, on n'a pas vu encore vraiment ses capacités, et il ne me semble pas ultra rassurant. Enfin, moi, son jeu au pied, il prend des risques. Alors, j'ai entendu certaines personnes dire que c'était un coup de génie. Enfin, moi, je suis désolé, ça me fait plus peur qu'autre chose. Quand je le vois qui reçoit un ballon, qui va la dégager, ça me fait peur. Hein. J'ajoute un truc sur Pau Lopez, là où il y a quand même une grande escroquerie, de mon point de vue,
c'est que la concurrence, il n'y en a jamais eu dans l'esprit de Sampaoli. C'est-à-dire que Paolo Lopez, il n'a pas joué avant parce qu'il était blessé. Mais s'il n'avait pas été blessé, il aurait débuté la saison. Donc, Oui, je on pense nous avait aussi parlé. ils ont un peu enfumé Mandanda sur ce thème-là. Vous avez parlé d'un numéro 1, d'un numéro 1 bis. Aujourd'hui, on a clairement un numéro 1, un numéro 2. Alors, je vais te poser une autre question, Florian. Pourquoi aussi, selon toi, les remplaçants n'ont pas été efficaces dans ce match? C'est souvent des coachings de Jorge Sampaoli qui font que l'OM revient dans le match, égalise ou le gagne. Là, il n'y a rien, il ne s'est rien passé. Mauvais coaching de Sampaoli, des remplaçants pas forcément motivés, émoussés physiquement. Bah, il te fait rentrer Milik, mais Milik, évidemment, il va pas redevenir génial du jour au lendemain. Je veux dire, il a été arrêté très longtemps, ce qu'il a eu était plus grave que ce qu'on pensait. Donc, il va falloir lui redonner du rythme. Il va falloir aussi que l'équipe apprenne à jouer avec lui, parce que là, depuis le début de la saison, tu joues avec un faux neuf. Qui est Payet ou Harit, mais là, Milik, il va falloir le réintégrer dans le schéma de jeu. Ça va changer beaucoup de choses. Déjà, qui tu vas sortir aussi, ça va être une vraie question. Parce que je ne pense pas que tu pourras faire jouer Payet, Harit, Milik, Under. Il y a un moment donné, ça ne fonctionnera pas. Donc là aussi, Sampaoli, pour moi, il va être très attendu. Donc voilà, après les remplaçants, je ne sais même plus qui est rentré. Tu as Harit qui est rentré aussi au bout d'un moment. Oui, Harit, oui. Harit, c'est un joueur, c'est un intermittent du spectacle. Pour moi, c'est un sous-Payet. Dans le sens où Payet, il va te mettre quand même des buts, des coups francs, te faire des passes. Harit, il a du talent, il a du génie, mais depuis le début de sa carrière, c'est un joueur qui est très inconstant, parfois un peu trop perso. Je trouve qu'il ne fait pas toujours les bons choix, même s'il a. Oui, comme Under. Under, pour le coup, je trouve que il est quand même plus collectif, il percute, il apporte quelque chose. Pour moi, Under, c'est quand même vraiment, avec Guendouzi, qui vraiment fait un gros début de saison, pour moi, c'est les deux qui sont vraiment des vraies bonnes pioches pour l'OM. Under, il t'a mis des barres, il t'a mis des frappes, Il a marqué des buts. Franchement, il fait le taf parce que lui, pareil, quand il est arrivé de la Roma où il était en situation d'échec, c'était pas gagné. Hein. Il faut venir à Marseille quand même jouer. Le maillot, il est lourd sur les épaules. Non, je pense que après les remplaçants, le problème, c'est que je pense que hier, l'équipe était paumée. Je pense que même Sampaoli, il ne savait pas trop comment s'y prendre. Donc, il fait rentrer les gars. On ne peut pas dire qu'il n'a pas fait des changements vraiment tactiques, si tu veux. Il a fait rentrer deux gars. Voilà. Allez, rapidement. Chris et Richard, une petite réaction chacun. Allez, Chris. Oui, alors il y a aussi Luis Enrique qui est rentré, qu'on a vu quasiment marcher sur le terrain. On ne savait pas ce qu'il avait. Il n'était pas très motivé. Ouais, Camara qui a fait, il a fait du caméra, donc c'était correct. Mais si vous regardez bien, il a fait des fautes techniques que je l'ai jamais vu faire, des pertes de balles que je n'ai jamais vu l'avoir non plus. Donc c'est vrai que les remplaçants ont été compliqués. Hein. Richard, rapidement, ça aussi, s'il te plaît. Moi, je veux revenir sur la gestion de Sampaoli. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, vous venez de dire Enrique, il rentre, alors que l'an dernier, il te met 4 passes décisives et ça commençait à prendre forme. Donc, on lui donne pas l'impulsion qu'il faut à ce garçon. Moi, je suis sûr qu'il peut faire quelque chose en le faisant travailler. Alors, vous êtes d'accord avec moi que vous n'allez pas me dire qu'on est sur du Radonjic, là. On est sur autre chose. Donc, il y a ça. La gestion de favoritisme de Sampaoli va le mener à son échec. Il va nous niquer la saison, excusez-moi du terme. Ça, je vous le dis. Voilà. D'accord. Alors, justement, on a l'habitude dans cette émission de jouer au jeu si vous étiez Sampaoli. La trêve internationale est là pour 2 semaines. Qu'est-ce que va faire Jorge Sampaoli pour remettre tout le monde au diapason pour que l'OM reparte dans le droit chemin? Donc, si vous étiez le coach argentin, qu'est-ce que vous feriez? On va faire un petit tour de table rapidement. On commence avec toi, Raph. Tu as l'habitude de commencer en premier. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais Jorge Sampaoli? Allez, rapidement, chacun un petit mot. Moi, ce que je ferais, c'est d'apprendre aux joueurs à les faire travailler sur les phases de possession de ballon et de savoir mettre le pied sur le ballon et puis des fois de faire tourner le ballon parce que des fois, on a l'impression qu'ils veulent tenter absolument l'exploit individuel et de dire non, au bout d'un moment, voilà, si vous n'avez pas le jeu en main, vous faites tourner le ballon, vous essayez de créer des brèches, tout ça, mais voilà, vous faites ça. Pas trop appuyer sur le physique, parce qu'apparemment, le groupe est un peu emprunté. Donc, et puis tester de nouvelles choses, quoi. Voilà, on tente tel ou tel joueur à telle position. Faire un match amical, ça ne fera pas de mal. On fait ça un samedi matin à 11h à la commanderie, ça ira très bien pour tester des joueurs. Voilà. D'accord. Chris?
Tu es Jorge Sampaoli. Qu'est-ce que tu fais dans cette trêve internationale? Moi, très clairement, je travaille les automatismes. Ce qu'on a vu pour moi qui manquait beaucoup, c'est notamment quand on est dans les ballons de l'avant, il manquait ce petit décalage, cette petite précision dans la passe. Il y a eu plein de passes, en fait, on a regardé, j'ai pensé, ah, c'était passé celle-là, ah, celle-là, celle-là. Le problème, c'est que nous, c'est pas passé, mais souvent, Lille, elles sont passées. Donc voilà, moi, je ferais comme a proposé aussi Raph avant, des matchs amicaux et travailler ces automatismes et les perfectionner, surtout travailler beaucoup de combinaisons différentes parce qu'on a l'impression qu'ils ont beaucoup travaillé de combinaisons, notamment par exemple entre Payet et Gerson. Mais dès que Gerson est moins bien et que Payet est absent, bah, du coup, là, on est bien emmerdé. D'accord. Richard, tu es Jorge Sampaoli. Qu'est-ce que tu fais pendant cette trêve? Alors, au-delà de cette gestion de favoritisme ou pas, si toutefois on n'est pas dans cette configuration, la première des choses que je fais, moi, je les prends un par un, en individuel, en tête à tête, et j'essaye d'analyser ce qui se passe au niveau psychologique. Parce qu'on Coup de boule de Richard. Un début de saison comme ça, où on est un poison pour l'adversaire, et être d'un coup, il trouve l'antidote du jour au lendemain, de la nuit au matin. Donc, la première des choses, je les prends un par un. Ensuite, je fais une audit collective pour voir ce qui se passe entre les joueurs. Et ensuite, je remets en question mon 3-5-2 dont je ne veux pas me séparer parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Ce n'est pas forcément toujours ce modèle-là qui va permettre de gagner contre certaines équipes. Peut-être que contre Lille, il fallait peut-être faire un 4-2-3-1 ou un 4-4-2. Voilà. Okay. Donc ce têtu de Sampaoli, et je dirais même qu'il est trop obtus, fait que ça peut nous plomber aussi une partie de la saison. Moi, je suis plus pour Courbis qui s'adapte à l'adversaire. Et je ne suis pas d'accord avec lui pour rester entêté. Voilà. Ok, merci. Florian, je te pose la même question, la dernière question pour clôturer cette émission. Si tu étais Jorge Sampaoli, qu'est-ce que tu vas faire pendant cette trêve internationale? Pas vous inquiéter, mais Sampaoli et entêté, c'est un peu un pléonasme. Hein. C'est un peu le résumé de sa carrière. Moi, c'est ce qui m'inquiète d'ailleurs à plus long terme, si jamais ça se passe mal, c'est que Longoria a fait une équipe sur mesure pour Sampaoli. Il a recruté les joueurs qu'il voulait, sauf que le jour où il partira, ce qui arrivera malheureusement un jour, parce que quand il suffit de voir sa carrière pour dire que c'est quand même pas un mec qui construit sur la longueur, Sampaoli, il reste dans les clubs 2 ans. Derrière, tu vas te retrouver avec un effectif qui sera quand même pas évident à gérer. Donc ça, c'était ma petite parenthèse. Moi, je serais Sampaoli aujourd'hui. Déjà, je partirais du principe que j'ai enfin récupéré un 9 et qu'au football, c'est comme pratique un mec qui met des buts. Donc, moi, déjà, j'essaierai d'intégrer Milik très vite, du mieux possible et le servir le mieux pour qu'il puisse apporter ce qui manque quand même à l'OM. Certes, l'OM a eu pas mal de buts depuis le début de la saison, mais c'est surtout beaucoup des coups francs, d'exploits de Payet. Voilà, et tu sens qu'il manque ce vrai neuf. Donc, moi, je ferai ça. J'essaierai aussi, malgré tout, de dégager un peu un 11 type pour travailler les automatismes, fixer des gens à leur poste et arrêter de dire que toi, tu peux jouer latéral gauche, arrière central, goal remplaçant et kiné. Tu vois. À un moment donné, essayer de fixer ça parce que je pense que les joueurs, ils ont besoin de repères. Et à les faire exploser à tous les matchs, il y a un moment, ils ne sont pas tous outillés pour suivre ça. L'intelligence football, ils ne l'ont pas forcément tous. Et ce n'est pas un reproche, hein. C'est des qualités que les uns ont pas. Moi, j'essaierai de figer un peu plus le truc, si tu veux. Et aussi d'apprendre à gérer les temps forts et les temps faibles. Dans un match, je ne peux pas avoir 90 minutes de temps fort. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune équipe au monde, même le grand Barça de la grande époque, il avait des temps faibles. C'est normal. Et tu as l'impression que l'OM ne sait pas gérer les temps faibles. Et donc, je travaillerai là-dessus aussi. Moi. D'accord, merci. Le mot de la fin pour toi, Raph. Je voulais rebondir sur ce que venait de dire Florian. Je suis d'accord sur le fait de travailler avec un 9. J'avais oublié l'idée. Parce que, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début de saison, les équipes face à l'OM se disaient il n'y a que 3 défenseurs en face. Donc, on va jouer un peu haut. C'est une équipe offensive, donc on va jouer haut. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que l'OM jouait beaucoup dans le dos. Et en fait, au bout d'un moment, après 4-5 matchs, les autres équipes se sont dit, quand même, au bout d'un moment, on ne va pas prendre que des buts sur des contres, des ballons lancés dans le dos avec Dieng qui court vite, et on va se prendre des buts. On va jouer un peu plus bas. Et c'est là où je trouve que vraiment, il nous manquait un 9. Et du coup, je trouve ça très intéressant qu'on puisse enfin récupérer Milik et qu'on travaille avec lui pendant 15 jours sur, voilà, vous allez jouer face à des équipes qui défendent avec un bloc bas.
et ben, va falloir s'appuyer sur l'attaquant. Et puis l'attaquant, va falloir lui faire des centres aussi. Parce que ça, on a du mal. Ou quand on faisait des centres, il n'y avait personne. Là, il y aura Milik. Milik, il est bon de la tête, il est bon du pied. Il n'y a pas de raison que quand on lui fait un bon centre, puis en plus, on a des bons centreurs. On a Lirola, on a Wunder, tout ça. Donc, autant utiliser toutes nos armes. Eh ben, merci Raph, on espère qu'avec le retour de Milik, l'OM va aller un peu de l'avant. Florian, merci infiniment d'avoir été Merci à notre vous. invité. C'était un plaisir de te découvrir, de parler avec toi, d'échanger sur l'Olympique de Marseille. On a beaucoup de plaisir à t'écouter sur l'équipe 21, sur RTL. On en aura Merci. toujours. Merci à vous tous d'avoir préparé cette émission. On la dédie bien sûr au boss, à Bernard Tapie. On envoie nos condoléances à toute sa famille. Beaucoup de force, beaucoup de courage pour celui qui a été le boss et qui le restera à jamais. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve après la trame internationale. Ciao, ciao, bye bye.